félicitations. On a quand même on a un champion du monde, je vais dire en Europe de l'Ouest, hein, du côté de la France, la Belgique, la francophonie. C'est pas tous les jours qu'on en a. Moi, je me rappelle de Manon Fiorot comme championne du monde en France. Est-ce que vous, en Belgique, vous en avez déjà eu ou bien c'est le premier? Ah non, non, on n'en a jamais eu. Et là, on en a eu deux en un jour. Donc, ouais, ouais, dans l'ordre, c'est d'abord Inès Boulabarge qui a gagné la première médaille d'or de l'histoire pour la Belgique. Donc, elle, c'était en junior et en féminin. Donc, Patrick, c'est le premier mec et le premier senior qui ramène une médaille d'or pour la Belgique. Incroyable, Deux incroyable. en un. Hmm. Deux en un, quoi. Deux en un, exactement. Et qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a fait que cette année, vous en amenez justement deux en un? C'est même pas un, mais deux en masculin Ouais. et aussi en féminine. Et d'autant plus aussi en junior. Donc c'est bien, ça prouve en fait que la formation belge porte ses fruits et puis de plus en plus en fait vous sortez des combattants dont on entend parler partout, notamment en France hein, avec vos amateurs et puis pour ceux dont j'entends parler actuellement en pro, c'était plutôt Locen Keita, etc. Comment se porte le MMA en Belgique et qu'est-ce qui a fait que? Bah, il se porte très bien et on est en train de prouver que, comme je le dis et que je le répète, on n'a plus rien à envier. On n'a plus rien à envier aux pays étrangers. Et quand je dis pays étrangers, surtout le mythe de devoir s'expatrier outre-mer pour pouvoir se développer en MMA et ramener des résultats. Là, c'est plus trop le cas. On l'a prouvé. C'est les résultats qui le prouvent et rien d'autre. Et que ce soit dans n'importe quelle division, que ce soit dans n'importe quelle configuration. Donc là, c'était un tournoi assez compliqué, que ce soit en pro ou en amateur. Donc, tu as sorti le Sene Keita. On a aussi Oki Bolaji qui va signer à l'UFC. Il a fait de la Contender Series. Il a mis KO. Bon, un, un Français, mais voilà, c'est le jeu. C'est le C'était pas jeu. choisi, évidemment. Ouais. Et donc voilà. Tout ça pour dire que la Belgique, là maintenant, on est vraiment. Il fallait juste certains éléments pour le prouver. Et là, on y est. Je dirais que parmi ces éléments, ce qui a compté, c'est les échecs. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on fait l'IMMAF. Donc ça fait depuis 2019 qu'on est dedans. On va dire qu'avec le Covid, ça s'est un peu arrêté. Ça a repris en 2021. Et tous ces échecs, à chaque fois, que ce soit au premier tour, que ce soit donc en finale, dans les championnats d'Europe, ou des fois en demi-finale ou en quart de finale au championnat du monde, tout ça, ça nous a donné, ça nous a laissé le temps de nous développer. Ça nous a forcé à améliorer nos préparations, nos réflexions, et ça a fini par payer. Et je suis extrêmement fier de chacun d'entre eux. D'accord. Quels ont été les ingrédients principaux? Moi, ce que je vois, ce qu'on a vu, hein, notamment sur les réseaux sociaux, c'est de la cohésion entre les différents combattants et différents combattants notamment qui ne sont pas dans la même équipe, dans le même club. Et aussi au niveau des coachs, il y a Islam aussi, il y a toi, il y a aussi un autre entraîneur dont j'ai pas le nom, je crois qu'il est entraîneur aussi un peu de sambo. C'est Maga, l'entraîneur de pied-point de la cage. C'est lui qui entraîne Movsar et Steven en striking. D'accord, d'accord. Est-ce que l'entraîneur aussi de Alvida Souyev aussi Ah ouais, faisait partie aussi de... D'accord, exactement. Il a été sélectionné pour être un des entraîneurs de l'équipe nationale cette année. Et donc, ouais, Hamid, il avait trois combattants. Il avait trois combattants à ces championnats du monde. On a retenu qu'Alvi, mais il a aussi le petit jeune Rahman. En junior, il a mis un KO en 10 secondes sur high kick au premier tour. Donc, ouais, d'accord. il a une solide équipe qui, je suis sûr, va briller à l'avenir aussi, Inch'Allah. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, je te disais qu'on avait vu beaucoup de cohésion. Est-ce que c'est un des ingrédients principaux qui a fait que? Et est-ce que tu peux aussi nous citer d'autres ingrédients qui vous ont permis justement d'éclater aux yeux du public et aux yeux du monde? C'est clair que la cohésion, elle en fait partie. Ici, évidemment, on se voit, à part avec l'équipe de la cage, donc l'équipe de Morsar et Steven, tu connais, c'est la famille, on se voit assez régulièrement pour s'entraîner ensemble, pour des mises de gants. C'est dans les une fois semaine habituellement. Euh,
Ce qui nous a soudés, justement, c'est l'IMMAF. Bah, comme tu le sais, bah, il y a juste avant les tournois MMAF, on a même déjà combattu les uns contre les autres. Moi, j'ai déjà fait 3 coins contre Mofsar, tu vois, avant qu'on parte la première fois à l'IMAF. Et ça n'a pas empêché qu'on tisse des liens. Bon, aujourd'hui, c'est impossible, je serais incapable de le faire, évidemment. Ça a fait qu'on a tissé des liens et on est soudés, on est soudés à mort. Ouais. Et ouais, c'est clair que cette cohésion elle fait en sorte qu'un groupe donne la force à l'autre, qu'on avance ensemble, évidemment, qu'on évolue ensemble, qu'on échange ensemble, même avec les autres entraîneurs, de par nos méthodes, de par ce qu'on leur apprend, et entre les combattants aussi. Tu vois, les combattants, ils s'aident entre eux, que ce soit pour les pertes de poids, que ce soit pour les régimes, que ce soit pour certaines méthodes d'entraînement aussi entre eux. Tu vois, c'est des gars qui sont assez expérimentés aujourd'hui, donc ils développent aussi leurs propres moves, leurs propres trucs. Ils tournent en sparring et c'est compétitif, mais c'est jamais malsain. Donc quand tu les vois tourner entre eux, il y en a un par exemple qui va placer un move sur l'un et il va lui expliquer directement après. Et l'autre, évidemment, sans ego, ben, il prend. Et c'est là-dessus vraiment que je trouve que ce groupe-là est fort. C'est une remise en question perpétuelle qui fait qu'ils s'améliorent. Ben, tu le vois toi-même, l'évolution, elle est à chaque fois, elle est à chaque fois présente. Oui, oui, on a vu l'évolution, je l'ai vu en fait, hein, parce que nous, on s'est connus, je sais plus si c'était il y a 2 ans ou un an, au championnat de Belgique. J'ai plus la notion du temps. Hmm. 2 ans et demi maintenant. Ah oui, ça passe. Donc, en effet, moi, j'avais affronté un membre de l'équipe nationale de Belgique qui est Steven Chehu. Et en effet, j'ai pu voir l'évolution, hein. C'est-à-dire qu'il avait déjà un jeu intelligent, mais maintenant, aujourd'hui, c'est un profil complet, hein. On a vu qu'il a claqué des soumissions sur le dos sur des précédentes compétitions, et notamment aussi sur cette compétition, si je dis pas de bêtises. Alors que de base, c'était un striker, j'ai envie de dire. Un striker, bon, après, j'ai vu, il avait fait quelques compétitions de jiu-jitsu, mais bon, c'était vraiment un striker qui allait sur du striking MMA et qui maintenant, en fait, est capable de défendre la lutte, d'attaquer la lutte, d'attaquer contre la cage et de j'ai envie de dire, Jujutsu Siyaheja. Donc, s'il se retrouve sur le dos, bah, de travailler, en fait, pour après aller claquer des soumissions ou autres. Donc, soumission ou pas soumission, ça reste, on voit que ça restera intéressant parce que qui peut le plus peut le moins, quoi. Donc, si on est capable de claquer des soumissions, on est capable de travailler tous nos renversements ou nos scrambles pour se développer, etc. Et donc, voilà, c'est un combattant que j'ai vu progresser. Movsar Ibragimov aussi, hein, qui les deux, en fait, avaient beaucoup évolué ensemble et qui aujourd'hui est devenu un gars qui est capable d'aller aussi grappler. On a Patrick, hein, à Birora aussi, qui, ben, moi, je dirais que lui, il s'est étoffé, il a pris plus. Parce que je l'avais l'impression qu'il était déjà quand même assez complet au départ, hein, surtout sur la partie grappling. Et limite, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est une impression, hein, que sur la partie striking, il est devenu encore plus méchant. Et donc, limite, on peut croire qu'en fait, que ce gars-là est un striker. Alors, d'ailleurs, l'IMAF dit, est-ce que c'est pas le meilleur striker de l'histoire de l'IMAF? Ça veut tout dire. Alors que ce gars-là, il est capable de grappler et les gens ne le savent pas. Ouais. Ouais. Évolution. Les gens Il le a savent. évolué. Les gens le suivent que depuis récemment. Et il faut savoir on a commencé à se concentrer sur son striking il y a juste une année avant les championnats d'Europe. Donc là, ça fait 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans. 2 ans et quelques, quoi. Donc ouais, juste après que tu aies combattu contre Steven, on s'est vraiment concentré là-dessus. On a commencé à bien se concentrer dessus et à développer un style qui lui convient. D'accord. Tu sais, j'ai tweeté sous un de ces tweets et tu as liké. J'ai dit, c'est le combattant que Venom Page aurait voulu être. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a, ouais, est-ce que tu peux nous en dire Il y a des plus? petites, il y a des petites similitudes de par son passif. C'est pas vraiment voulu. Il y a des petites similitudes vu que Venom Page il a un système de karaté au point. Patrick, il a fait du fighting. Tu vois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un peu un mélange de karaté au point avec du judo et du jiu-jitsu brésilien au sol. Et c'est pas des coups qui sont portés au chaos, mais c'est un style où tu es tout le temps en train de sautiller,
tout le temps à jauger ses distances, à devoir la casser rapidement. Donc on a gardé cette force-là chez lui. Je ne voulais pas qu'il la change, mais je lui ai développé à partir de là tout un jeu de boxe anglaise, essentiellement. Et tout un jeu de kick aussi. Les gens ne le savent pas, mais il est tout aussi efficace avec ses jambes qu'avec ses poings. Et toi, c'est les trucs. C'est ça qui est bien, c'est que ça laisse des surprises, évidemment. Il y en a encore d'autres, évidemment, je ne vais pas les énoncer. Mais restez connectés en pro, parce que là, ça dure à 5 minutes, vous aurez peut-être le temps de voir tout ça. Le teasing, il est exceptionnel. Là, le teasing, il est bon. On a envie de voir parce que bah là, tu viens de me dire, parce qu'en effet, le jeu de boxe anglaise, on l'a vu. On l'a vu et le pire, c'est que certainement en pro, ça devrait faire beaucoup plus mal hein, parce que là, sur les IMAF ou autres, on a vu des gars en fait qu'on favorisait. Hein. Moi, pour moi, sur ces IMAF-là, ce qui a été favorisé, c'était des mecs qui voulaient juste contrôler et pas forcément faire de dégâts. Donc, ils viennent, ils collent. Et je dirais qu'au niveau du dégât, en fait, bah, sur 3 minutes déjà, plus des gars qui veulent que de coller et qu'on va favoriser, à qui on va donner le combat, bah forcément, ça laisse pas forcément la possibilité de s'exprimer. Donc, sur la partie boxe anglaise, je suis sûr qu'on n'a même pas encore tout vu. OK. Sur la partie, ce qui est intéressant aussi sur la partie grappling, c'est que c'est un bon grappleur, notamment en top position, j'en suis certain. C'est un bon grappleur, Patrick. Ce qui est intéressant, c'est que tu as dit que vous vous êtes focalisé sur la partie striking. Enfin, vous avez en tout cas vous avez mis en tout cas un accent sur la partie striking. Donc, ça veut dire que ça veut dire notamment en pro bah, que les gars vont s'attendre à ce que le gars strike. Et là, vous allez commencer à mettre un tas d'incertitudes et ça va être excitant. Ça va être excitant parce que cette partie grappling, il ne l'a pas perdue. C'est comme le vélo, le grappling, ça ne se perd pas. Exactement. Non seulement ça ne se perd pas, mais évidemment, on continue à le travailler. On serait fou de ne pas le faire. Et ouais, je te rejoins là-dessus. Il y aura beaucoup d'incertitudes qui va créer, mais surtout de par les règles. Donc là, il va passer en pro, il y aura des genoux à la tête, il y aura des coups de coude. Là, vous l'avez vu donc au dernier IMAF, boxer en retrait, mettre des uppercuts et toucher avec. Donc imaginez quand ça sera avec des petits gants. Imaginez quand il y aura des genoux aussi à la place des uppercuts. Quand il y aura des coudes qui vont suivre aussi. Mais tu fais bien de le préciser dans cette configuration qui est l'IMMAF. Tu vas voir donc des gars venir avec un style pour, on va dire, voler les rounds et se diriger vers la finale sans trop prendre de dégâts, sans en faire surtout, et arriver frais, on va dire. Moi, si je suis content de quelque chose de par ce que j'ai pu contribuer par rapport à ces résultats, c'est la réflexion que j'ai mis et la planification que j'ai concoctée par rapport au style de Patrick. Ce que je voulais, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est de montrer qu'on pouvait gagner autrement à l'IMMAF. Il faut savoir que tu n'es jamais avantagé quand tu es un striker dans ce genre de tournoi, étant donné que les rounds, c'est 3 minutes pour s'exprimer. Ça va très vite. Il suffit d'un takedown et il se peut que tu ne te relèves plus pendant le round. Encore une fois, il n'y a pas de genou à la tête, donc si le lutteur il shoot, tu n'as que l'anglaise ou la défense en lutte pour défendre. Tu n'as pas de coup de coude évidemment, donc tu n'as pas les coupures qui peuvent t'aider à faire intervenir le médecin pour finir le combat. Donc tu as tous ces éléments que tu as en moins, que eux ont en plus. Mais on a vraiment fait en sorte de développer un programme qui fera que nos attaques, essentiellement en anglaise, soient meilleures que leur défense. Donc, histoire d'occasionner rapidement des dégâts et que notre défense puisse neutraliser leur attaque. Ça, c'était vraiment là-dessus que je me suis concentré depuis les derniers championnats du monde où il a été éliminé en quart de finale. Et je suis content que ça a abouti, que ça a payé, que ça a marché. Et là, on a vraiment ouvert une nouvelle voie. Une voie pour un style qui nous convient plus à nous. Un style qui, je le répète encore une fois, ouvre de meilleures portes lorsqu'on passe en professionnel. Il n'y a rien à faire quand tu es un striker et que tu termines tes combats. Une fois que tu passes en pro, c'est plus facile à négocier. Donc voilà, je suis vraiment heureux qu'on ait ouvert une nouvelle porte qui donne matière à réflexion pour d'autres entraîneurs et qui prouve qu'en Europe de l'Ouest, avec notre striking, on peut s'imposer face aux meilleurs lutteurs au monde. Clairement, clairement. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié durant les prestations de vos combattants, et on va parler encore de Patrick Abirora, ça a été l'adaptabilité. Quand j'écoutais Fight Minds, notamment avec Aldric Cassata, Brian Boulan et puis Chris Genacht, il parlait durant les compétitions, notamment amateurs et notamment sur l'IMAF,
l'adaptabilité, hein, c'est-à-dire que ben, il y a un combat tous les jours. On ne peut pas connaître l'intégralité des combattants et on ne peut pas connaître tous les styles, enfin les styles si à peu près, mais on ne peut pas connaître en tout cas toutes les armes des combattants. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était alors pendant les rounds, pendant le round, on n'entendait pas forcément, mais à l'inter-round, on entendait beaucoup ce que tu préconisais. Euh, et tu vas nous l'expliquer. J'ai pas envie de spoiler les auditeurs. Tu faisais en sorte que ton combattant puisse réajuster des éléments. Quels étaient-ils? Et peux-tu nous mettre en perspective cela par rapport au game plan qui était initial d'avant-combat? Comme tu l'as dit, c'est très compliqué. C'est très compliqué de se préparer. Là, ils sont 32 dans une poule. Tu vas en affronter que 5. Étudier tous les adversaires, ben c'est un peu une perte de temps. Il faut savoir qu'il y a des gars il y a des combattants qui sont quand même assez récurrents, donc ils participent chaque année, donc on les connaissait. Donc ça, c'est un avantage, entre autres les finalistes. Donc ouais, ce qu'on fait évidemment, c'est toujours, je dirais pas un game plan, parce qu'un game plan, ça se prépare, et une stratégie, c'est vraiment quelque chose d'assez méticuleux et quelque chose d'assez... c'est un travail assez conséquent. Je partirais plus sur de la tactique, sur comment aborder un combat et comme certaines armes, certaines techniques à utiliser pour vite prendre l'ascendant et vite forcer le gars à s'adapter, le mettre un peu en panique là-dessus et prendre les rounds. Ou terminer évidemment si l'occasion se présente et si le timing est là. D'accord. Là, Tu disais Torero, excuse-moi de te couper, Torero. Euh, arrête de juste vouloir faire la guerre. C'est un peu l'impression que arrête de juste vouloir faire la guerre. Joue au Torero comme on a dit. ouais, tu l'as étudié par cœur. J'ai pas dit Torero, j'ai dit Matador. T'as tué ta propre ref. Ouais, c'était Matador. Bah, c'était, tu sais, on a l'air sérieux dans ces vidéos et tout, mais je vais pas te cacher que même en dehors, genre quand on est à la veille du combat, sur le moment, évidemment, on est hyper concentré, hyper sérieux. Mais la veille et tout, ben, c'est quand on visionne les combats, même ensemble avec Patrick, on a des moments de rigolade, tu vois. Là, c'était contre la Suède. C'était contre un Suédois, mais d'origine espagnole. Et le gars, c'était vraiment un taureau. Le gars, c'était vraiment un taureau. Il fonçait dans tous ses adversaires, sans boxe, sans rien préparer. C'est vraiment, il fonce dans tes jambes directement. Et pour te garder là, t'emmener au sol, il était vraiment, vraiment solide. Que ce soit physiquement, que ce soit techniquement. En lutte, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment une galère, ce gars. Donc, je lui ai dit, écoute, ce gars-là, tu es obligé de faire le matador. Donc ça veut dire que tu vas envoyer moins de volume que d'habitude. Tu vas mettre la pression, parce que c'est ça qui a fait la différence. C'est que là, Patrick, c'est plus quelqu'un qui va rester au centre de la cage, plus boxer en reculant, en général. Là, je lui ai fait vraiment développer un jeu de boxe en pression pendant ces derniers mois. Ça a fait en sorte il y a plusieurs étapes pour développer ce style-là, histoire d'être efficace. Donc, entre autres, que ce soit les déplacements, que ce soit le coup d'œil surtout, le coup d'œil offensif, défensif, la mise en place d'un système de défense en lutte sur plusieurs étapes. Donc, quand on est loin, juste avant qu'il connecte, au moment où il connecte, au moment où il est bien connecté. Donc, tu vois, il y a eu toute une mise en place par rapport à ce style-là qu'il a appliqué à merveille. Là, le problème, c'est quand tu mets pression, généralement, tu as envie d'envoyer non-stop. C'est ce qu'il faisait un peu dans le premier round. Et je lui disais, mais ça ne sert à rien de faire la guerre avec lui. Il ne sait pas boxer. Il ne veut même pas boxer. Même si, sûrement, tu vois qu'il sait boxer, mais là, il ne l'a pas montré à l'IMAF dans les deux premiers combats. Enfin, dans le premier combat plutôt. Dans les deux premiers combats, pardon, il ne le montrait pas. Il ne montrait pas sa boxe. Il venait lutter directement. Donc, c'était pas. Tu vois, c'est un peu inutile de faire la guerre avec quelqu'un qui n'est pas là pour faire la guerre debout. Il attend juste que, justement, tu envoies tes coups pour te mettre dans le vent, plonger dans tes jambes et tenter de te ramener au sol. Donc voilà, c'était vraiment pour le recadrer, pour dire de rester calme. Tu vois, j'essaie toujours de m'adapter à eux. Et là, Patrick, il y a eu des moments où j'ai dû le booster pour justement qu'il sorte cette agressivité. Et il y a eu des moments où j'ai dû faire l'inverse. Tu vois. Donc, on se connaît évidemment, on se connaît depuis des années maintenant. C'est à ça que ça sert. C'est dans ces moments-là où ça fait la différence, je trouve. Et j'en suis sûr même. C'est cette alchimie que plein de gens ont kiffé, et nous les premiers. Ouais, on l'a beaucoup vu, cette alchimie, on l'a beaucoup vu. Et, et d'ailleurs,
il y a une réflexion que certains ont. Et ça, on peut mettre ça en perspective avec ce que tu as dit tout à l'heure sur la planification. Est-ce qu'il est intéressant de rester, de construire le plus longtemps possible une relation entre l'élève et son coach, son gym? Quels sont les intérêts, quels sont les inconvénients, mais est-ce qu'il y a plus d'intérêts que d'inconvénients sur le temps? Il n'y a que des intérêts si l'entraîneur il est capable de toujours apporter quelque chose à son élève. Tu vas en voir plein qui vont peut-être pas être d'accord avec ça, parce que sûrement que ils l'ont déjà vécu. Enfin, chaque entraîneur a déjà vécu le fait qu'il y a un combattant qui quitte le gym, ou il y en a un qui arrête. Tu sais, il y en a chacun. Moi, j'en ai eu plein. Soit ils arrêtent, soit ils se marient, on ne les voit plus, soit ils sont décédés. C'est déjà arrivé. J'ai eu ça 2 fois. Tu vois, donc il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie. Le seul truc en réalité, c'est que si tu as ce qu'il faut encore pour pouvoir continuer à le faire développer, bah, il y a peu de raisons qu'ils partent, déjà de 1. Et de 2, le combattant aussi doit avoir une certaine indulgence par rapport à son entraîneur et lui laisser le temps de se développer avec lui. Si je te prends l'exemple, je te dirais, imagine maintenant qu'il y a un combattant qui est dans un club qui n'a jamais eu quelqu'un qui est arrivé à un niveau pro. Et là, il y en a un qui sort du lot. L'entraîneur, voilà, l'alchimie est bonne et ce qui lui montre fonctionne et tout. Il s'est adapté à lui, à son physique, à sa personnalité, peu importe. Et voilà, il le fait développer. Dès le moment où il arrive en pro, il dit ben, ciao, je vais aller là parce que voilà, il y a autant de sparring, il y a autant de trucs et tout. Et mais il n'a pas laissé la chance à l'entraîneur de. Parce il va dire à l'entraîneur, par exemple, ben voilà, tu n'as jamais ramené quelqu'un en pro quelque part et tout, mais je préfère partir maintenant. Non, au contraire, laisse la chance à ton entraîneur de se développer lui à ce moment-là, s'il le veut, s'il est capable de le faire et s'il a la volonté de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment des choses qui, de part et d'autre, il doit y avoir des sacrifices qui sont faits. Il y a du boulot qui doit être fait. Et que même si le combattant veut se dire, par exemple, ben, je préfère aller dans un autre club parce qu'il y a plus de sparring, même si tu veux continuer à t'investir pour te développer, moi je lui dirais non. Reste avec ton entraîneur et va faire du sparring avec ton entraîneur. Il y a 20 000 salles. C'est ce qu'on a fait nous-mêmes. On est parti à l'US Métro, on est parti au Tristar, on est parti chez Aldric Casata, que je le remercie tous. Ça a contribué à son développement et c'est des bonnes méthodes à faire. Et il n'y a rien à faire quand tu es dans le coin, quand tu es combattant et que tu pars en guerre comme ça, tu dois être serein. Tu dois être sûr que l'armée qui suit derrière toi, maintenant, tu as confiance en elle à 100%. Et ça joue énormément. Ça joue énormément au niveau de la confiance, au niveau de la psychologie du combat. Et là, on est vraiment en train de prouver aussi que ça marche. Parce que Patrick, avec le niveau qu'il a, avec la notoriété qu'il a aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient l'avoir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en plus de tous ces points positifs qu'il a, il a surtout une loyauté sans faille. Et donc voilà, ça c'est. Je respecte le combattant, bien sûr, énormément, mais la personne encore plus. Donc, et j'ai de la chance, tous mes élèves sont comme ça. Tous ceux qui sont autour de moi là maintenant sont comme ça. Et on va montrer justement que tout ce que je viens de t'énoncer, c'est exactement ce qu'il faut faire. On va prendre le paquet de popcorn et on verra les combats et on paiera le PPV pour voir ça. Le PPV pour le Belgium Bomber, c'est ça? Exactement, Mugiwara, Belgium Bomber. Bon, on a d'autres surnoms, nous, mais les gens ne les connaissent pas, vaut mieux pas. Mais on va s'arrêter à ces deux-là. Et tu avais parlé de planification. Ouais. À quel pourcentage tu vous vois par rapport aux skills qu'il développera à l'avenir? Et aussi sur la planification que vous aviez déjà entamée. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez développé? J'ai entendu la partie striking. On a entendu aussi, vous êtes allé faire des camps au Tristar avec notamment Georges Saint-Pierre, Firas Zahabi, je suppose. L'US Métro, Johnny Frachet et puis les sparring qui y sont, Aldric Casata et puis aussi avec sa belle team. Là, maintenant, tu peux me mettre en perspective cette planification, s'il te plaît, et me définir qu'est-ce qu'une planification. Quand tu parles de planification, tu parles par rapport à ses teams MAF, de manière générale par rapport à son style, ou pour le pro?
C'est intéressant. Bah, en effet, par rapport à son style, déjà dans un premier temps, oui, par rapport à son style et par rapport à la vision, la big picture que tu as par la suite dans les 3 4 ans. En fait, la planification, elle est très simple. Euh, Comme on dit, on repose sur les épaules de géants. C'est des phrases que je vais te dire maintenant moi, mais ça vient pas de moi spécialement. C'est pour développer un athlète, c'est hyper simple. Il y a deux points de départ, donc c'est son physique et sa personnalité. Et à partir de ça, tu commences à développer son style. Nous, malencontreusement, quand on était plus jeune, on allait dans un club. Il y avait une école où il n'y avait qu'un seul style. C'est un peu la méthode. Enfin, c'est un peu comme à l'école, quoi. Tu arrives et celui qui a les meilleures aptitudes par rapport à ce système-là, va briller. Alors que non, c'est pas à l'élève de s'adapter au style du club, c'est au club, au coach de s'adapter à l'élève. Et c'est pour ça que, par exemple, tu verras chez moi un Nessim, un Boris, un Patrick, tu les verras combattre et tu n'auras même pas l'impression qu'ils s'entraînent dans le même club. Tu n'auras même pas l'impression qu'ils s'entraînent ensemble. Donc c'est hyper important. Ça, c'est le premier truc. Le premier truc, c'est donc établir la personnalité et le physique. Ça, c'est les points de départ. De là, évidemment, il y a toujours une base qui est la même pour tout le monde. Tu vois, que ce soit évidemment dans le striking ou les liaisons ou dans le sol ou dans le travail contre la cage. Il y a certaines bases, puis après, tu développes certains skills de finish. Tu vois. Les skills de finish, ça revient encore une fois à ce que je te disais, c'est par rapport au combattant, par rapport à ce que lui est capable de rapidement développer comme finish. Donc, ça veut dire que Généralement, pour toi, la décision, ça n'existe pas. On continuera, je t'ai coupé, mais pour toi, tu es quelqu'un, ton ouais, mindset, c'est le finish. le mindset, c'est la performance. La performance, donc ça inclut le finish évidemment, mais la performance, c'est-à-dire que il n'y a pas de combat ennuyant. C'est-à-dire que quand les gens savent qu'on arrive, ils savent qu'ils seront divertis. Et c'est le plus important. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc par rapport au finish, il y a plein de choix qui sont faits. Moi, je leur propose toujours une base de départ. Pour donner un exemple par rapport au sol, ils te font un finish de face et un finish de dos. Finish de face, la guillotine, finish de dos, l'étranglement arrière. Patrick, il en a déjà beaucoup comme ça. La plupart de ses finishes, c'est ça, justement. C'est que ça, même. Donc ça, c'est un peu les points de départ. Et de là, évidemment, tout se développe et de par ce qu'ils expérimentent eux-mêmes. Je leur laisse aussi un grand espace de développement qu'eux expérimentent et dans lesquels, par exemple, moi, je leur montre un ou deux moves et eux, ils développent à partir de ces moves-là leurs propres moves qui sont plus naturels. Ça, évidemment, c'est pour les plus expérimentés. Et ce que je fais aussi, c'est que j'établis aussi un modèle final, un produit fini de l'athlète que j'ai en tête. Genre, c'est à ça que tu vas ressembler si tu es dans le top 5 à l'UFC. C'est ce modèle-là, c'est ce combattant-là que tu vas être. Et à partir de là, je développe petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu connais, hein, ça part avec de la répétition, sans résistance, avec un petit peu de résistance, et puis ça monte petit à petit comme ça. Et c'est un long travail de réflexion déjà, de planification et de mise en pratique avec eux ici à la salle. Mais je suis là tous les jours avec eux, deux fois par jour. Donc, voilà. D'accord. On bosse non-stop. Ok. Hyper intéressant. Bon, les auditeurs l'ont compris, hein, tu es entraîneur de l'équipe nationale de Belgique. Tu es aussi entraîneur aussi d'un gym qui est l'équipe de la Naja, c'est ça? Naja Team. Ouais. Donc, Ça. le club s'appelle le Naja Team. Et mon équipe, c'est la Team Sendo. Donc, la Team Sendo qui s'entraîne au Naja. Le D'accord. Naja, c'est la structure. Le Naja, c'est quoi, pardon? C'est la structure. C'est donc D'accord. le nom du club de la salle, quoi. D'accord. Pourquoi Sendo? Demande-leur. Tu leur demanderas. Ils te diront. Donc, vous attendez les auditeurs, on va devoir aller. Cherchez. Ceux qui connaissent pas, c'est dommage. Ouais. Ça me fait penser à l'univers manga, Sendo, j'imagine. Peut-être, ouais, C'est peut-être. peut-être une escouade. C'est peut-être une escouade qui va aller faire des opérations secrètes, j'en sais rien, moi. T'as essayé de m'avoir avec une surprise, moi aussi je vais t'avoir là, regarde. C'est ce que c'est ça? Ah, Tu sais ce que ça, c'est? on dirait que c'est. Je vois le sang des adversaires
au monde. 10 years, nanana. Pourquoi 10 ans? Pourquoi OK? Qu'est-ce que ça? Ça, ça c'est le véritable exploit. Ça c'est le véritable exploit. Ça, il y a un athlète belge qui, à chaque fois qu'il a participé au tournoi IMAF, il est revenu avec une ceinture. Et c'est le seul Belge qui a accompli cet exploit. Qui est-ce? Qui est Il est juste là, il va te présenter tout seul. Ramène-toi. Hey, Nessim. Nessim Ardim. Nessim Ardim, Agdim, comment on prononce même? Ah, Agdim, c'est bon. Comment tu vas? Alhamdulillah, et toi? En tout cas, tu nous as fait plaisir, hein. Belle perf. Ah, merci. Très, très belle perf. Et pareil que pour Patrick aussi, là, j'ai les pop-corn. On a les pop-corn et on a hâte de voir aussi la suite. Parce que là, il me semble que c'est ta deux. Alors, il me semble que c'est au moins ta deuxième médaille aux IMAF. T'avais dû faire une performance aussi aux Europes, c'est ça? Premier ou deuxième? Je t'ai dit, à chaque fois, il a été médaillé. À chaque tournoi IMMAF, c'est le seul Belge qui est à chaque fois médaillé. Ok. Tu es le Belge le plus médaillé aux IMAF, il me semble, hein. C'est ce que j'ai dû voir aussi quelque part. Ok, Ouais. ok. Ben, donc là, c'est un peu l'année de tous les. Bah, j'ai envie de dire tous les exploits, pas exploits parce qu'en fait, vous allez aller super loin, mais je veux dire, à l'échelle en fait nationale, bah, c'est inédit et on veut que ça se reproduise en fait, de toute façon. Du coup, Nessim, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes IMAF, comment est-ce qu'ils se sont passés et, et du coup, la première place, là, on l'attend, hein, là, pour l'année prochaine ou pour, vas-y, dis-nous comment est-ce que tu vois la suite et quel est ton sentiment par rapport aux IMAF qui se sont déroulés là, au dernier championnat du monde. Je vous laisse en tête à tête pendant 5 minutes. Ouais. Allez. Euh, déjà, pas déçu de moi, mais un petit regret quand même de l'or. J'aurais pu aller la chercher cet or. Avec une belle petite décision, j'avais géré le premier round, mais deuxième round, c'était chaud, hein. Ouais. Dès le deuxième round, en fait, j'ai eu une blessure au genou. Je crois que j'ai dû me fissurer le ménisque ou quoi. Et là, je suis out. Ça fait déjà une semaine, là, je suis out. Je peux pas trop m'entraîner et tout. Donc, ouais, voilà, en vrai, il n'y a pas d'excuse, hein. En vrai, c'était le premier round, j'étais dedans. Deuxième round, j'étais plus dedans. Troisième round, j'ai tout donné, mais c'était chaud. Il était trop Ah, devant. c'est le haut niveau, hein, c'est le haut niveau. Ça se joue sur des détails. Ça se joue sur des détails. Certains disent que ça s'est joué aussi sur une glissade à un moment dans le troisième round. Ça peut jouer parfois un peu de fraîcheur, etc. Bah, ça fait partie en fait du jeu. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait en amateur encore on peut parfois en fait, je vais pas employer le mot contre-performance, mais en fait euh, on peut se permettre, entre guillemets, de ne pas remporter la victoire pour, en fait, justement, arriver en pro et être un calibre. Et tu es déjà, pour l'instant, en fait, un calibre. Et là, là c'est le compétiteur, justement, qui parle parce que tu as l'air déçu, les auditeurs le voient, mais non, tu as fait une bête de performance. Tu as fait deuxième au championnat du monde. Tu avais fait aussi aux Europes, tu dis deuxième, et tu avais fait quoi d'autre aussi comme médaille? Troisième au championnat du monde l'année dernière en Serbie. Bah oui, troisième aussi au championnat du monde. Et là, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans. Ok. Et tu es chez Tarek depuis combien de temps à peu près? Je suis chez Tariq Le mois d'août. depuis le mois d'août. Puis, je sais pas, 5 mois, 4 mois. Ok, ok, ok. Et du coup, Tarek, où est-ce que, comment va être l'image? Justement, tu disais tout à l'heure que tu as une image, tu as un objectif par rapport à un combattant dans quelques années, etc. Nessim, c'est quand même de la bombe, il est hyper complet en plus. Le produit fini, bah, là, au fait, ce qu'il y a, c'est que, bah, comme je le dis à chaque fois, Nassim, c'est. Peu importe dans quel club il serait, c'est le genre de gars, ça serait un champion. Il me rappelle un peu Tariq Safieddine, qui était mon partenaire d'entraînement à l'époque. Et Mike s'entraînait avec nous ici. Ben, il avait les mêmes entraînements que nous, mais il était 10 fois meilleur que tout le monde. Personne ne comprenait. Ben, je mets Nassim dans la même catégorie que Tariq Safieddine,
qui était des seuls Belges qui a fait vraiment quelque chose à l'UFC pour l'instant. Je le mets dans la même catégorie. C'est une éponge. C'est l'athlète que j'ai eu qui est le plus facile à entraîner. Et là, il est content. Honnêtement, c'est un cheat code, c'est trop facile, vraiment. Tu lui montres un truc, même pas des fois, il voit un truc, il arrive à le reproduire directement. Il a une connexion entre son esprit et son corps qui est hors du commun. Il est souple, il est fort, il a plein de qualités athlétiques. Il a une intelligence aussi qui va, je suis sûr, se développer de plus en plus avec l'âge. Là, c'est un jeune vétéran, donc quand tu as 19 ans, bientôt 20, il a plus d'une vingtaine de combats, un bon ratio de victoire, et il est vraiment fait pour ça. Il est vraiment fait pour ça. Par rapport au produit fini, là, je pourrais prendre tellement de direction avec lui, tellement de direction dans la construction de son style. Mais encore une fois, comme je te dis, la base, c'est la performance, c'est le finish. Et on va développer ça dans un premier temps. Et par rapport au produit final, vous n'êtes pas prêts. La vérité. Parce que comme je te dis, c'est un cheat code. C'est trop facile. Il serait dans n'importe quel club, il deviendrait champion. Et quand je dis champion, c'est champion même d'une grosse organisation en pro. C'est pas juste à l'IMMAF. Et donc, ouais, l'avenir est brillant pour lui. S'il décide de continuer d'être sérieux comme il l'est, il n'y a pas de raison. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Et en effet, on a hâte de voir la construction de ton style, de voir où est-ce que aussi quelles vont être les perspectives aussi par la suite. Est-ce que tu vas nous faire encore 2-3 IMAF ou est-ce que tu te dis bon, ils vont te construire une carrière en professionnel. Comment tu vois ça, Tariq? Et toi, quelles seraient tes envies, Nessim? Là, il est encore jeune, c'est un peu le même cas que Patrick. Regarde, Patrick, aujourd'hui, je sais que s'il était dans d'autres clubs, il serait passé pro peut-être il y a 2 ans, un truc du genre. Tout le monde disait, mec, ce que vous attendez. Et là, aujourd'hui, tout le monde le félicite pour sa médaille d'or. Tout est question de timing. En fonction de l'âge aussi. Là, Patrick, il passe pro. Il a 33 combats amateurs, mais il a que 22 ans. Donc l'âge, il rentre en compte, il n'y a rien à faire. En pro, c'est des cuttings. En pro, c'est des rounds de 5 minutes. C'est des coups de coude. Ta carrière en pro, il faut vraiment faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible. Donc là, eux, je les rends vraiment dans un schéma de boxe anglaise. Où ils se développent vraiment en amateur. C'est un peu ce que les mecs du Caucase ont fait. Parce que les gens sont surpris aujourd'hui des résultats de Khabib, d'Islam ou plein d'autres. Magomed Sharipov, là, notamment, lui, je le prends chaque fois comme exemple. Parce qu'il était tellement à l'aise dans la cage qu'il faisait des dingueries. Mais c'est des mecs qui ont 200 combats derrière. Cette formation en amateur, elle est hyper, hyper importante. Les gens ne le réalisent pas. Elle est sous-estimée aussi. Ouais, elle est trop sous-estimée. Mais par contre, c'est ça, nous, on est vraiment en train de développer un schéma de boxe anglaise, comme je t'ai dit, où vraiment ils se font la main en amateur, qui goûtent à tout type de confrontation, tout type de style, pour qu'une fois qu'ils arrivent en pro, ils ne soient pas choqués. On a également la chance aussi d'avoir des événements qui sont mis en place et qui les rapprochent un peu de la dynamique d'un combat, d'un gala pro. J'aurais notamment et surtout l'AEF de Willy Sirop, que gros big up à lui, là, il fait vraiment du sale en ce moment. Le maire de Rennes, ouais. Ah ouais, le maire de Rennes, il fait un sacré boulot. Mais il nous offre des plateformes professionnelles pour des amateurs. Donc, quand c'est en main event, quand c'est sur RMC, quand il y a un engouement, des titres en jeu, des interviews, des trucs du genre, ça les conditionne déjà, ça les prépare. C'est un très bon exercice pour eux avant de justement passer le cap. Donc, on a la chance d'avoir nos clients MMAF d'un côté et ce genre d'événements de l'autre pour vraiment les préparer au mieux lorsqu'ils passent pro. Tu as fait un big up à Willy Sirop, notamment à la France. Nous aussi, moi aussi, je l'ai fait à la Belgique. Hein. Tu sais, post-Covid, quand on avait besoin en fait de combattre, en fait, on allait en Belgique, quoi, à Wavre, etc. Donc, c'était assez lourd. Hein. C'était super lourd. Ça me fait penser aussi au Younoussov, tu vois. Hein. Aboubacar, il a dû faire 1 ou 2 combats, je crois. Peut-être un ou deux combats, je crois, en tout cas, hein, en Belgique sur la BMMAF. Et ouais, Abou, ouais. C'est vrai? Ah, ok. Jiki. Ouais. Ah, d'accord, je savais pas. Parce que je sais qu'à un moment donné, il devait combattre contre un de mes gars, contre Nadi. Nadi El Moussaoui à l'époque. Bon, malheureusement, c'était pas fait.
Mais Ouais, malheureusement, ça s'est pas fait. je suis pas au courant qu'il avait quand même combattu finalement. Je sais Ouais. qu'il a combattu en Suisse aussi au HFC. Et ouais, ouais. Contre Tonga, ça aurait donné un sacré combat, hein. Parce que Tonga, il était expérimenté déjà, très chaud. Plus expérimenté, ouais. Ouais, il était à 14-0. Ouais, très chaud, très très chaud. Et puis après, ça allait être dans la configuration Aïda contre Younoussov, hein. Sauf que là, bon, Abou n'avait pas encore beaucoup de MMA en quelque sorte. Il était encore beaucoup plus en mode grappling, mais il avait déjà un gros potentiel. Ça aurait été vraiment du grappling pur contre un gars qui est vraiment expérimenté en MMA, hein. Ouais, c'est ça. Surtout que Nadi, bon, c'est ça que je te dis, la comparaison avec Moustapha. Moustapha, on va dire que vraiment, il excelle essentiellement debout. Nadi, lui, était vraiment, vraiment complet. Il était complet et ouais, et c'était un autre style aussi de combattant. C'est toujours un fou. Mais ça aurait fait. Il s'entraîne toujours. Ah, Il s'entraîne toujours. il fait partie des gens, bah, comme je te dis, qui ont arrêté. Ouais, Ouais, ouais. Il avait un gros potentiel, hein. ouais. Ouais, il avait un gros potentiel en 66 kilos. Ouais. Il paraît qu'il partait pour faire une grosse carrière. Après, bon, bah, c'est la vie, hein. Ouais, C'est le la truc, vie. c'est qu'à un moment donné, au final, hein, regarde Younoussov où il est aujourd'hui, il reste pas à lui pour son parcours, hein, c'est lourd ce qu'il est en train de faire. En si peu de temps, en plus, lui et son frère, c'est vraiment incroyable. Ouais. Jiu-Jitsu Siyaheja, hein. Exactement. Ah, Eh, je vais amener Nassim s'il y a Haja. Elle est pas ma foi. Et en plus, Nassim, à la base, il kiffait le jiu-jitsu brésilien. Et là, il y a Tarek qui nous l'emmène vers la boxe anglaise, là. Non, 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 De ça base, reste. de base, moi, je suis quelqu'un qui. J'ai toujours fait des arts martiaux qui étaient essentiellement debout. Mais quand j'ai fait ma transition vers les MMA, je suis dans une team qui était plus axée sur le sol. Ouais. Et ben, la team n'a rien changé à mon style, puisque j'étais toujours un, euh, un striker avec des fantaisies et tout, euh, naturellement. Mais Un artiste, on va dire ça. Un artiste. Un artiste incompris. Voilà, exactement. Einstein. Oh, Einstein. Non, mais voilà, et après, je suis plus axé sur le sol, dans une team qui était axée sur le sol. Mm. Du coup, ça a fait évoluer mon sol plus rapidement que mon striking en MMA. Ok. Et ensuite, avec Tarek, ça a repris sur la partie striking, notamment anglaise. Ok. Tarek, vous êtes plutôt sur parce que moi, j'ai commencé là, les cours cette année de boxe anglaise avec les frères Gomis. Eux, ils sont sur une école d'une boxe anglaise assise. Vous êtes sur quel type de. Alors, assise, mais ça n'empêche pas le déplacement et le jeu en pression grâce à leur boxe anglaise, que moi, je trouve assez adapté au MMA. Et pourtant, en fait, c'est du cours pur de boxe anglaise, mais moi, je le trouve assez adapté au MMA parce qu'en fait, j'ai constaté que j'ai beaucoup progressé sur ma défense de takedown. C'est pas forcément la lutte qui m'a fait progresser la défense de takedown, c'est vraiment la position assise quand on va boxer. Aussi, être capable d'aller sortir et d'aller avancer. refais-moi un shadow visuel. Montre-moi le. J'ai ah, j'ai une tendinite, ça va, heureusement. Je vais. Une tendinite, ouais. Mais j'ai que mon bras arrière. Attention, gars, là. Le bras arrière, s'il part, attention. Et du coup, vous êtes plutôt sur une boxe anglaise aérienne ou une boxe anglaise assise au niveau de ton école. Je ne vais pas parler de Nessim parce que lui, je vois que lui, il est volant, lui. Il est là, il est dans la cage, machin, boum, etc. Il est assez particulier, ton génie incompris. Ouais, exact. Voilà. Mais par rapport au style, non, par rapport au style, j'ai vraiment eu de la chance dans ma formation personnelle d'avoir eu à certains moments de la chance d'avoir certains entraîneurs qui m'ont enseigné des trucs. Tu vois, pour donner un exemple, à un moment donné, pendant toute une saison, j'avais Bilam Nassourdine qui m'entraînait. Si je te le dis comme ça, bah, tu ne le connais pas. C'est un des premiers Belges à s'être expatrié à Las Vegas pour faire des combats à 20 000 dollars à l'époque. Je te dis ça, c'est dans les années 90, 90 comme vous dites. Et ce mec-là, bah, il a 200 combats. Dans ces 200 combats, il y a essentiellement du full contact et de la boxe taille. Et il a fait aussi, en plus de ça, 30 combats pro en anglaise. Et son entraîneur, c'était Julio César Chavez, le père. Donc, si pas le meilleur combattant mexicain de tous les temps, ça se discute évidemment maintenant avec Canelo. Mais voilà, Chavez, c'était du lourd. Et lui, quand il était revenu à Bruxelles, par un concours de circonstances, et il est venu enseigner dans la salle où je m'entraînais. Moi, pendant un an, je ne l'ai pas lâché.
Donc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça que j'ai eu sur plusieurs étapes de ma vie qui m'ont permis d'acquérir certaines connaissances. Et puis, les connaissances, je suis parti chercher aussi par moi-même. Une fois que je me suis vraiment focalisé sur ma fonction d'entraîneur. Et donc, voilà. Essentiel. Aujourd'hui, je pourrais, comme je t'ai dit, m'adapter à n'importe quel type de physique et n'importe quel type de personnalité pour lui faire développer son jeu en striking. Donc, on a un style aérien, on a un style de pression, on a un style un peu plus assis. C'est le style assis il est un peu plus compliqué des fois à sortir dans un combat de MMA, sauf par exemple lors du finish de Patrick, lors du dernier fight, quand le mec est acculé contre la cage et que tu peux le bombarder. Il avait montré quasi le même finish au championnat d'Europe il y a 1 an. Donc honnêtement, mes gars, je fais vraiment en sorte qu'à aucun moment dans la phase debout, que ce soit dans le striking ou même dans la lutte contre la cage par exemple, qu'il soit perdu qu'il ne soit pas perdu. Peu importe comment ça se déroule ou où ça se déroule dans la cage. Donc ouais, ils savent boxer à toutes les distances. Enfin, on essaye de les faire développer pour qu'ils arrivent à boxer dans toutes les distances. Tu le vois par exemple avec Boris. Boris, bon, c'est pas un moment, tu l'as plus trop vu combattre. Mais il combat bientôt. Et il va les enchaîner. Donc, tu verras, c'est celui que tu affectionnes, on va dire. Ah, Boris, c'est quelque chose. Hein. Boris, c'est quelque chose et. Ah, c'est aussi un cheat code. C'est aussi un cheat code, lui aussi. Pareil que lui, mais dans un autre sens. Ouais, ça a l'air. Mais lui aussi, pareil, oui, sa progression. Tout à l'heure, je n'en avais pas cité d'autres. Hein. Entre Nessim, entre Boris, entre Tcherno, etc. C'est une dinguerie. Et clairement, Boris, j'ai hâte parce que c'est vrai que là, il tweet et on voyait que quand il tweetait, en fait, ses doigts, en fait, ils explosaient le clavier. Ça veut dire qu'il doit avoir une dalle et ça prévoit certainement des choses assez sombres pour l'humanité. J'en ai marre de lui. Ouais, effectivement. C'est top. Mais en tout cas, c'était hyper agréable. J'ai encore beaucoup de questions, mais ça pourrait être bien de le faire sur une seconde partie. Il y a notamment il y a 2 autres questions que j'ai, notamment c'est quelles sont les futures pépites chez vous. Là, j'ai donné des noms et on a donné des noms, donc je pense que c'est parmi les futures pépites et il y en a d'autres que je ne connais pas. Ouais. Et aussi, tout à l'heure, on avait une bonne transition. Alors, je vous vois un peu moins à cause peut-être certainement de la connexion, mais c'est pas grave, on s'entend bien. Il y avait une question que j'avais en transition avec le profil de Nessim tout à l'heure. Et je l'avais posté sur Instagram et Twitter. Est-ce qu'un crack est champion très tôt? Et un crack, je parle d'un mec qui va être champion à l'UFC ou un top 5. Hein. Voilà, je parle vraiment d'un mec, de gars hyper solides et qui sont le top de la chaîne alimentaire. Est-ce qu'il faut être champion très tôt pour s'imaginer une suite où on va être champion? J'ai rien compris à ta question. Est-ce qu'un crack a été champion très tôt? Est-ce qu'un mec qui a été champion est-ce qu'un mec qui va être champion du monde? En plus, je vous vois pas trop. En fait, un coup ça coupe, un coup on vous voit. Il y a la team Sendo là, c'est bizarre. Vous faites un dédoublement. Moi, je vous vois en dédoublement, un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est une question qu'il va y répondre, je pense. Donc, vas-y. Ouais, mais faut pas me spoiler parce que j'aimerais bien qu'on en rediscute dans une autre vidéo. C'est peut-être tu l'as compris, Nessim. La question, c'est en gros, je vais la poser cash parce que je vais la poser avec des filtres. Vas-y. Frérot, si t'es pas champion du monde maintenant, laisse tomber pour la suite. Ah, d'accord. Champion du monde, je parle de champion du monde ou finaliste ou que sais-je. Si par exemple tu as commencé une carrière amateur, avec un cursus qui va devenir par exemple classique entre le amateur et le pro. Si tu n'as pas cassé des bouches, si tu n'as pas fini très tôt dans ta carrière, pour la suite, ça va être un peu compliqué. Si tu me parles de la carrière pro, je pourrais dire que je suis d'accord. Mais par rapport à la carrière amateur, non, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que la preuve, on l'a vu avec Patrick, justement. Il fait ses premiers IMAF, il perd au premier tour. Il fait les deuxièmes IMAF, il perd au premier tour. Et là, il est champion du monde.
Et c'était il y a quoi? C'était il y a 2-3 ans. Et sur la typologie des champions du monde, là, c'est des mecs, c'est des mecs qui avaient démarré les IMAF plusieurs années précédentes où ils arrivent aux IMAF et ils la gagnent. Tu parles de qui exactement? Je parle des champions généralement à l'IMAF. Par exemple, ceux de cette année, c'est des mecs qui déjà précédemment, ils avaient déjà une expérience et ils arrivent, ils brillent maintenant. Ou même s'ils l'ont gagné cette année, ils avaient déjà gagné l'année précédente. C'est un peu bizarre comme question, mais Non, 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 mais tu as un peu des deux. Hein. T'as des surprises, tu as des éléments perturbateurs, comme on les appelle, qui débarquent de nulle part et qui font du sale. Et tu as les habitués. Les habitués, tu as par exemple celui qui est tombé contre Patrick en finale. 3 fois champion du Tadjikistan, vice-champion, 2 fois champion d'Asie à l'IMMAF et 2 fois vice-champion du monde. Donc c'est des habitués. C'est ça que je te dis, ça faisait un moment que je l'avais dans le collimateur. Et donc ouais, il y a beaucoup d'habitués, comme il y a beaucoup de surprises. Tu as vraiment un peu tout. C'est ça qui est bien, c'est que, comme je t'ai dit, hein, il y a aussi le facteur chance qui rentre en compte. Ça dépend de la poule dans laquelle tu es. Ça dépend de. Bon, après ça, tu me diras qu'il y a moins de chance dessus. C'est les combats en eux-mêmes, comment ils se déroulent. Est-ce que tu finis rapidement? Est-ce que tu es frais? Est-ce que tu n'es pas blessé? Il y a tout ça qui rentre en compte. Mais là, honnêtement, si on part sur du pro, par exemple, je te dirais que ouais, ce sera plus compliqué. Après, c'est pas impossible. Regarde un mec comme Michael Bisping. Il a toujours été parmi on va dire, il était considéré comme étant le moins bon des meilleurs. Et il a fini par être champion. Concours de circonstances, opportunité à saisir, le management aussi qui compte, l'évolution aussi. Moi, j'y crois fort. J'ai vu plein de gars, notamment lui, qui, à un moment donné de leur carrière, ils avaient toujours le même niveau. Et puis d'un coup, tu les vois s'améliorer. Tu les vois s'améliorer dans leurs compétences. Et tu les vois devenir des meilleurs combattants. Encore une fois, ça vient pas de moi. Un combattant, il peut se réinventer à un moment donné. Et il doit se réinventer même à certains moments de sa carrière. Tu peux pas rester. En fait, dans la vie, à aucun moment tu fais ça. C'est soit tu fais ça, soit tu fais ça. Dès le moment où tu penses que tu peux plus évoluer, où tu penses faire de la maintenance et stagner et garder ton niveau, garder son niveau, ça n'existe pas. C'est soit tu fais ça, soit tu fais ça. Il faut toujours être en perpétuelle évolution. Et c'est pour ça que justement, d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est assez. Et toi aussi, tu dois être assez honnête pour l'accepter en tant que combattant, ne pas avoir d'ego. Mais autant, tu ne dois pas avoir un yes man dans ton coin qui gère ta carrière au niveau du développement de ton style, que pour te dire non, maintenant, tu es arrivé au top, tu es le meilleur, tu es au sommet. Non. Tu as encore des failles, il faut travailler là-dessus. Tu as ça, il faut travailler dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être en perpétuelle évolution et c'est comme ça que tu peux passer de quelqu'un de moyen, quelqu'un même qu'on ne pensait pas qu'il deviendrait champion, à des mecs comme Michael Bisping. Et pour moi, lui, c'est vraiment une grosse inspiration. c'est une réponse nuancée, elle n'est pas binaire, c'est intéressant. Donc en lien avec tout le podcast qu'on a fait, donc d'où l'intérêt d'arriver en fait en début de carrière pro avec des armes les plus propres possibles, quoi. Ouais, tout à fait. Au lieu de se chercher en pro et de passer par les éventuels machins et commencer à trouver sa voie. Mais en attendant de trouver ta voie, tu l'as dit tout à l'heure, tu as pris potentiellement des coudes. Là, tu as kiffé le shadow, par contre, tu as pris des coudes, tu as pris des genoux, etc. etc. et tu n'as peut-être plus le capital santé. Hier, j'ai tourné, tu vois, avec Taylor Lapillus, comme tu le sais. Bah, tu te rends compte, il était à l'UFC, son premier UFC, c'était en 2014. Donc, il me disait qu'il y a beaucoup de gars qui combattaient à ce moment-là, en fait, qui sont maintenant qui sont en fin de carrière ou qui ne sont retraités. Et lui, aujourd'hui, au contraire, il revient à l'UFC. Il avait une belle gueule. Je ne l'ai pas vu abîmer, moi, hier. Et il me disait bien ne pas avoir pris beaucoup de chocs en carrière. Bon, en tout cas, c'était pour dire que, je sais plus, on parlait de durabilité, d'être prêt, etc. Bon, pour une longévité de carrière, c'est la détermination, motivation, discipline. Tu regroupes ça en un.
et le physique. Est-ce que tu es blessé? Est-ce que ton corps est encore apte à suivre? Tu vois? Parce que tu en vois plein, malheureusement, ils développent leur corps, ils développent leurs compétences, mais leur corps, à un moment donné, ben, le temps qu'ils développent les compétences pour arriver au top, leur corps, il ne suit plus parce qu'il est cassé à force de soit de surentraînement, soit des combats durs, comme tu as dit. Le fait de vite passer en pro, vite se faire casser. Tu vois, tu te fais casser la gueule quand même pendant 5 minutes, c'est pas. Tu vois? Et d'où le fait, encore une fois, de prendre son temps dans une carrière amateur. Bon, tu me diras, dans certaines catégories, c'est plus compliqué, notamment les lourds et les femmes. Mais faut essayer d'en faire un maximum. D'en faire un maximum, surtout d'arriver prêt, avec un style qui peut, euh, qui peut te faciliter évidemment les négociations, encore une fois. Et avec une hype un peu derrière toi, chacun en fonction de ce qu'il sait accomplir. Ouais, c'est important. C'est le nerf de la guerre, c'est normal. C'est un métier. Dès le moment où tu deviens pro, même un peu avant, tu dois gérer en tant que tel. Donc ouais, c'est clair qu'il faut être en avance par rapport à là où tu es. Et ça, c'est un peu ma philosophie. C'est ma philosophie. Tu dois être en avance Mm. par rapport au niveau de la compétition en face, par rapport à l'attente qu'on a, par rapport à tout. Mm. Top, top, top. Et comme je te dis, j'espère t'avoir aussi dans un prochain épisode. T'as vu, je suis malin, je fais en sorte de pas tout dire là, comme ça, de pas tout entendre là, comme ça, je t'ai encore un peu plus. Moi, je suis intrigué sur la notion de style. La notion de style que tu as évoquée tout à l'heure. La notion de style. Donc, un style de boxe, être capable de défendre la lutte, etc. Alors que j'ai un concept souvent qui est, notamment quand tu rencontres, par exemple, moi sur les images, j'aurais dit, essaie de lutter le gars avant qu'il te lutte, tu vois, par exemple. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir j'ai hâte qu'on ait vraiment un prochain épisode parce que là, tu as ton entraînement, etc. J'aimerais qu'on ait un autre épisode pour justement discuter de cela, quoi. De cela, parce que autant là, Patrick notamment s'en est sorti, tu vois, c'est génial, tu vois, parce il a ça, tu vois, ça tapait dur. Il a ça, et après, plus le technico-tactique, la durabilité dans l'effort, tu vois, tout ça, il n'y a rien à dire. Et donc, il va en sortir grandi, justement, parce que si t'as fumé des mecs à l'Est, quand tu iras en pro, en fait, c'est les mecs les plus moches, en fait, qu'on a affrontés, là, les plus méchants, les plus moches, entre guillemets, en termes de style. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as passé ça, en fait, la suite, j'ai envie de dire, elle est presque facile, quoi. Vous voyez ce qu'il a dit, même en termes de physique. Non, mais lui, il est récupérable. Il est méchant. T'as vu, quand il est dans la cage, lui, il rigole plus, hein, tu vois. On croit qu'il a la gueule d'ange, mais en fait, il est tranchant. Euh, du coup, moi, j'ai hâte, franchement, dans un prochain épisode, c'est de comprendre vraiment en termes de style, quel style il faut avoir pour niquer les mecs qui veulent te. Je suis un peu vulgaire, hein, pour fumer les mecs, en fait, qui veulent te lutter ou autre, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il faut avoir eu ça? Non, il faut un élément qui est le plus important de tous et qui est hyper sous-estimé et que c'est là-dessus que je mets un point d'honneur. Et c'est pour ça pourquoi tu crames déjà maintenant. Mais ça, c'est le plus important et qui est hyper négligé. Hyper négligé. Et ça, c'est le point de départ de tout. Et toi qui fais du BJ, tu le connais. Mais on en parlera plus en détail au prochain épisode. Ah, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Ça marche. Autour d'un Yuma Foot, pourquoi pas, quand vous passerez en plus. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, on est là Ouais, dans. Yuma Food. Il est déjà remonté à, Non, toi, 70 kilos celui-là. Lightweight. là, c'est Yuma Food s'il y a Haja, ouais. On doit aller comme ça. Ah, tu vas finaliser, hein, tu vas finaliser les plats Yuma Food alors. Oh ouais. Voilà. Ah, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Mais on m'a dit que dans 2 semaines, vous passez en plus. En 2 semaines, poulet braisé à loco pour moi, tu connais. Inch'Allah. Pour commencer. Ça, c'est l'entrée. Ça, Let's c'est l'entrée. go. Let's go, on va vous mettre bien. Mais les gars, ça va être dur de finir tout ça parce que c'est ce que je disais à Abou Younoussov. Je lui dis, c'est bien, tu as finalisé là. Mais les gars, là, vous connaissez vous connaissez la richesse et la générosité de la cuisine africaine de l'Ouest. Ah ouais. Faudrait être prêt. Non, je crois que J'ai toi, hâte. tu me sous-estimes un peu là. Ah, j'ai hâte, Inch'Allah. Bon, merci beaucoup, les frères. C'était vraiment super. On a vraiment eu de la chance de vous avoir et on va en faire profiter tous nos auditeurs. Ils vont kiffer, ils vont apprécier. Et puis, qu'ils n'hésitent pas en commentaire. N'hésitez pas en commentaire si vous avez n'importe quel type de questions, vu que on va en refaire un bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit comme question par rapport à
un des sujets qu'on a abordés ou même d'autres. Les questions sont les bienvenues et c'est avec plaisir. C'est top. Merci. La France, on est ensemble. La La francophonie. France, la Belgique. On forme qu'un, la francophonie. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et vous nous avez rendu fiers, en tout cas. Respect. Vous nous avez rendu fiers. Vous nous avez mis sur la carte, là. Parce que les autres, là-bas, à l'Est, ils nous connaissent plus ou moins moyennement. Ouais, c'est des bons, Non, ils nous peut-être connaissent en bien. striking, en pied-point, mais c'est plus ça maintenant. Ils le connaissent très très bien. Bien là. Ciao. Salam alaikum, frère. Alaikum.